Salut, c'est Olivia. Alors, je décide de faire cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, et notamment sur le sujet du viol. Je suis dans une période très chaotique émotionnellement, pour cause il y a beaucoup de souvenirs, de traumas qui remontent à nouveau à la surface. Comme quoi, une vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et quand on pense avoir accédé à ce qu'on appelle le bonheur, on se dit c'est bon, c'est ok. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, on ne statue pas au bonheur et puis c'est bon, tout est ok, tout continuera dans ce sens, puisque pour moi, nous sommes des êtres humains imparfaits et en constante évolution, et de ce fait, penser qu'on aboutit au bonheur et que notre vie c'est l'aboutissement du bonheur, c'est se leurrer, parce que le bonheur c'est pas la finalité de notre existence, c'est pas une finalité. Le bonheur, comme vous l'entendez dans le mot et dans ce message caché, bonheur, ce sont les bonnes heures, c'est vivre des bonnes heures, des bons moments. Le bonheur n'est pas une finalité, je le répète, et quand on prend conscience de ça, on peut s'alléger l'esprit et la façon de vivre. C'est parce que là, présentement, je suis dans un état émotionnel très chaotique, comme je viens de le dire, mais très, très hypersensible. Voilà, beaucoup de mon histoire ressort encore une fois. Et j'avais très envie de partager un témoignage. Alors, j'ai présenté 2 livres. Je crois que j'en ai mis qu'un sur la chaîne, malheureusement. J'ai lu 2 témoignages de petites filles adultes aujourd'hui, bien sûr, et maman aussi, pour les 2 d'entre elles. J'ai partagé leurs témoignages, elles ont écrit un livre, et moi aussi, donc si vous me suivez, vous savez que dans quelques vidéos, je parlais de mon livre, etc. Je suis donc à nouveau sur l'écriture de ce manuscrit. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans maintenant qu'il est commencé, que je suis dans cette énergie-là, mais il y a eu des gros temps morts parce que se mettre à une écriture de manuscrits, de témoignages, de traumas d'une vie, ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie, ça demande de revivre des émotions enfouies, ça demande donc de les refaire jaillir, de refaire, pas de revivre les scènes bien sûr, mais de faire sortir, de nettoyer. Et pour nettoyer des émotions difficiles, refoulées, bien, il y a besoin de ressentir, de re-ressentir, voilà. C'est ce qui se passe pour moi actuellement, et c'est vraiment peut-être la 2e fois, et je pense la seconde et dernière fois, où je vais être vraiment pleinement à cette écriture, à cette finition de mon manuscrit, de mon témoignage de vie concernant le viol. Et ce qui m'a aussi permis de reprendre l'écriture de mon manuscrit, c'est justement la lecture de ces 2 témoignages. J'ai un autre bouquin sous la main, mais j'ai été tellement bouleversée et secouée par Tina Renton et par Vanessa Steele, que j'ai été dans ces énergies émotionnelles de souffrance, et puis d'écœurement et de colère face à une société qui cautionne. Hier soir encore, passé un documentaire sur Cache Investigation concernant les sites porno d'ailleurs, et où se dénote un caractère sexuel pervers, perverti, cruel, violent, cautionné par des gouvernements, cautionné par une société dans laquelle je suis, que nous constituons tous, cautionné par le profit de l'argent tout simplement, et où c'est un peu la descente aux enfers que de constater que des sites porno, il en existe énormément, et puis que sur ces sites-là il y a la promotion de tout et de n'importe quoi. Alors ça s'arrête pas à
finalement aux stéréotypes que j'avais sûrement dans ma tête naïvement. Bien que la créance et la violence sexuelle sur les enfants, je sais qu'elle existe, mais que voilà, sur ces sites-là, tout et n'importe quoi peut être publié, peut être diffusé, cautionné. C'est difficile de supprimer des vidéos dans lesquelles on vous voit sans votre consentement, de supprimer des vidéos dans lesquelles il y a une violence sexuelle, une violence non consentie aussi, donc clairement des viols filmés qu'on promouvoit sur des sites pareils. Mais moi, ce qui m'affole, c'est pas tant le nombre de sites, c'est pas tant la caractéristique de ces sites, mais c'est le nombre de vues, le nombre de personnes qui sont alors peut-être addictes, mais pas complètement, mais qui côtoient ces sites et qui cautionnent en fait. Voilà, on va regarder ce qui nous plaît, d'accord, mais au-delà de ça, c'est un phénomène de société complètement à la page de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui actuellement, où on constate que tout le virtuel forcément est à la portée de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, eh bien voilà, ça c'est accès à des mineurs, des enfants de 10, 11 ans, 12, 13 ans, c'est la moyenne pour des jeunes de voir une vidéo porno, etc. Mais ce n'est pas simplement un acte sexuel filmé dans tous les sens du terme. C'est vraiment des choses violentes, cruelles, c'est quelque chose de très choquant pour un cerveau d'enfant déjà, qui n'a pas le recul nécessaire pour avoir une réflexion sur le sujet ou sur les images qu'il voit et sur le message que véhicule aussi ce genre de vidéo. Et là n'est pas le sujet finalement de ma vidéo, mais ça y rejoint parce que je voulais vous faire part d'un témoignage d'une petite fille violée par son père. Et ça rejoint, pourquoi ça rejoint ou ça fait lien ce documentaire, c'est parce que dans notre société, le crime sexuel est impuni, parce que le crime sexuel n'est pas reconnu et parce qu'il fait des dégâts incommensurables sur la vie de plusieurs enfants, de plusieurs petites filles, petits garçons, de plusieurs femmes, de tant de victimes. Alors, je suis très en colère, alors je le dis d'une façon très placide, je suis très en colère, mais non, au fond, je fulmine, j'en chiale parce que la violence cautionnée, c'est la société sait mais ne fait rien. Elle sait mais elle n'a rien fait. C'est la même phrase que souvent je retrouve dans des témoignages justement d'enfants violés, des mères qui savent pour leur fille abusée, agressée sexuellement par leur père, donc par le conjoint de cette mère, par le mari de cette mère. Elle sait mais elle ne fait rien. Voilà. C'est comment dire, je crois que c'est ça qui me met le plus en colère en fait. C'est tout ce qu'il y a autour et tout ce qui n'est pas dit, c'est le non dit. C'est alors dire ouais ok, c'est bon hein, de libérer la parole, de dire, mais après qu'est-ce qu'on fait de ça quoi? Qu'est-ce qu'on fait de la parole délivrée? Qu'est-ce qu'on fait de cette libération de parole? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est dit en somme? Et donc voilà, j'en viens à... Bon, désolé, mais vieillesse oblige, hein. Lunettes obligatoires. J'ai envie de partager ça avec vous, et avec vous, ceux qui tombent sur la vidéo. Alors, ça a été écrit en 2003, et cette petite fille qui dit « Ce qui me rend si mal encore aujourd'hui, alors que je suis une petite fille, mon père me viole. Il va me violer pendant 10 ans. Mon père pratique d'abord des attouchements sexuels,
Mon père se glisse dans la nuit dans la chambre où je dors avec mes sœurs. Mon père s'approche de notre lit où je dors avec ma sœur. Mon père fouille sous les couvertures et atteint mes cuisses. Mon père me les ouvre, les force, et il introduit ses doigts dans mon vagin. Bien sûr, je me réveille. Bien sûr, ma sœur, elle, n'a jamais l'air de se réveiller. Avec le temps, je me rappelle, j'apprends à sentir sa présence dans mon sommeil et à prendre des positions pour qu'il ne me touche pas en serrant les cuisses. Mon père me viole la nuit, puis vient le temps où il me viole aussi le jour, avant de m'emmener à l'école. Mon père prend le prétexte de me déposer en voiture. J'insiste auprès de ma mère. Je vais être trop tôt à l'école. Ma mère me force à partir avec lui. Dépêche-toi, ton père t'attend. Les souvenirs deviennent flous car la douleur est trop forte. Mon père me viole la nuit et presque chaque jour dans son premier atelier. Il guette par peur d'un voisin en me disant « Attends-moi dans la voiture, je te ferai signe, reste bien caché. » Et il me fait passer par derrière. Mon père est sans honte et sans scrupule. Afin d'abuser de moi en toute tranquillité, il aménage dans son atelier un coin discret, sombre, avec un lit et un rideau. Il dit à la petite fille que je suis « Déshabille-toi, allonge-toi ». Et moi, je reste interdite, je ne bouge pas. Il insiste avec des paroles doucereuses. « Allons, déshabille-toi, allonge-toi, tu veux pas être en retard à l'école. » Mon père me déshabille parce que, puisque je ne le fais pas, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Etc., etc. Je peux pas lire la suite. Je peux pas lire la suite. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il existe. Alors, on dit un enfant sur 10 est victime d'inceste. Ne le dit pas, ne le dira jamais, ou vivra avec toute sa vie et se construira là-dessus, ou je dirais plutôt se détruira sur ses souvenirs parce que trop intense. Ce témoignage, je le dis, la douleur est trop forte. Je ne veux pas. Je ne veux pas. L'horreur a duré des heures. L'horreur a duré des jours. L'horreur a duré des nuits et des nuits. L'horreur a duré des années et des années. Et tout ça se fait avec le consentement des mères qui elles-mêmes un jour donnent naissance à des filles qui elles-mêmes vont être victimes d'abuseurs, de violeurs et qui elles-mêmes vont cautionner et consentir aux abus et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est fait et qui fait quoi? Il y a parfois des éveils de conscience, des réveils douloureux, où on prend conscience de tous ces souvenirs atroces, terribles, d'horreur, et on décide d'en faire quelque chose. On est victime une fois dans sa vie, dans le sens où on vit l'horreur. Quand c'est passé, on devient sujet, on doit redevenir sujet et ne pas rester objet de ce passé, victime de ce passé, et continuer de perpétuer des horreurs comme ça. Il en va des descendances de génération en génération, et la société, le gouvernement ne fait rien pour arrêter ça. Alors, je suis très touchée par le sujet, bien sûr, parce que ça relève de mon histoire, ça parle de ma lignée, et que c'est un peu mon combat
c'est un peu mon combat, et que oui, les petites filles abusées, j'en repère sur le chemin de l'école de mes enfants, et que finalement moi non plus je fais rien, je suis impuissante, et quoi faire, comment faire, on n'est même pas autorisé à montrer du doigt qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que quand bien même une mère par exemple va relever le problème, elle va être mise en prison parce que par exemple elle n'a pas présenté sa fille ou son enfant au domicile du père qui abuse, agresse son enfant et qui a la garde. Voilà, c'est normal ça. Des mères qui s'exilent en Suisse, qui s'exilent en Suède, dans d'autres pays pour protéger leurs enfants, parce qu'en France, on n'est pas foutu de protéger nos gamins, quoi. On n'est pas foutu de protéger nos gamins. Donc c'est tout un tout, c'est toute une colère démesurée, c'est tout qui me hante, qui m'anime. Je sens un besoin d'en faire quelque chose, mais c'est très compliqué. Il y a des assos, ok, il y a des groupes de parole, ok, mais tout va partir de l'individu, c'est-à-dire que chacun a besoin de mettre et doit mettre sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que quand on a vécu une histoire comme ça, j'ai envie de dire, on se doit de s'éveiller, de se réveiller. C'est pas simple, je le consens, je le conçois, c'est compliqué. Mais on doit faire quelque chose de ça. Pour moi, on est presque obligé. Je veux dire, pour moi, c'est un point de non-retour de connaître les traumas ou les tabous, les secrets ou les conflits, les problématiques de mon générationnel. C'est un point de non-retour de savoir et de faire quelque chose avec. Je ne peux pas garder mon histoire pour moi, et je ne peux pas ne pas la déployer ou faire quelque chose avec, rien que pour une seule raison. Déjà, c'est pour me sentir moi bien, mieux, m'alléger, me construire, me reconstruire et pouvoir vivre ma vie d'une manière plus légère, plus acceptable, plus accessible. Et ensuite, bien sûr que ces moyens que je me donne, ok, peut-être avec beaucoup de courage, mais dans la vie, on est toujours accompagné, on a toujours des mains qui se tendent. C'est à soi d'avoir le courage de les saisir. Et tout est là, la complexité, l'ambiguïté de l'évolution, peut-être, de l'humain, de la vie de chacun. Mais on peut pas on peut pas garder des œillères, on peut pas. On le voit dans le phénomène de la société, on peut pas garder nos œillères continuellement, parce que on voit bien dans quel monde on évolue, tout se dégrade d'une manière mais complètement déjà rapide, et ensuite d'une manière très comment dire, c'est énormissime, j'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots. On va vers quelque chose qui éclate là. Il y a quelque chose qui éclate. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis à nu. Il y a besoin de. Et nous, on est là à suivre encore comme des petits moutons. Et ce phénomène s'amplifie depuis la période de virus là. J'ai pas envie de dire le mot. Où on a été tous là à être dans la peur, à pas prendre notre courage à deux mains. Nos pieds à deux mains, oui, il faut du courage, merde, il faut du courage. Bon, et alors tout le monde est doté de courage, même s'il ne le manifeste pas. Mais il y a moyen de vivre allégé, il y a moyen de s'alléger la vie, il y a moyen de s'alléger nos bagages, de traumas. Il y a moyen, il y a eu pire et ils ont réussi. Je veux dire, c'est les plus grandes célébrités ou les plus grands écrivains, peintres. C'était pas les mieux lotis, c'était les plus exilés dans leur esprit, dans leur société du moment. C'était les plus mis à part, c'était les plus montreux du doigt, et ils ont fait quelque chose de leurs limites, de leur potentiel traumatique. C'est on peut pas devenir on n'est pas, comment dire, on ne devient pas célèbre, j'ai envie de dire, où on fait pas des grandes choses si on n'a pas vécu des choses
si on n'a pas vécu la souffrance, on peut pas comprendre, j'ai envie de dire, la réussite s'il n'y a pas eu la souffrance. Alors bien sûr, je parle pas de réussite, on a de l'argent, on fait tout, parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, déjà c'est un monde un peu à part, mais comment dire, ils ont besoin d'apprendre dans leur richesse, clairement parlant, c'est comme ça, bon bref. Mais moi, à mon niveau, avec mon entourage, mes proches, ouais, j'ai l'impression d'être en lutte parce que je peux aider, je peux transmettre et dans mon entourage proche, je parle, hein, c'est pas, voilà, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est, ouais, laisser chacun vivre son rythme à son rythme mais c'est dur, c'est compliqué, surtout que quand soi on a des questionnements et qu'on a besoin que ces questionnements soient pourvus de réponses avec ce qu'on a autour de soi et que les réponses soit de l'indifférence, soit du mépris, du dédain, tout ça parce qu'il y a aussi eu souffrance de l'autre côté. Mais en fait, c'est du pur égoïsme finalement, c'est de l'égocentrisme pur et dur. C'est voilà, je suis dans mon ego et puis je me maintiens dedans et puis tout va bien et puis je continuerai de vivre ainsi parce que je le décide, c'est mon rythme, etc. Mais ça, c'est trop facile, c'est vraiment trop facile, quoi. Bon, je vais arrêter cette vidéo. Tout ça, c'était pour cette vidéo parce que j'avais besoin de poser ça de cette manière. Et voilà, bon. Merci d'avoir écouté, partagé. N'hésitez pas à mettre un commentaire constructif hein, pour soi, pour les autres. Un commentaire genre, il n'y a pas de son, je bafouille, je ci, je ça. Abstenez-vous parce que vraiment, voilà quoi. Après, faites comme vous le sentez. Hein. Je suis maître de ma chaîne et maître de mes mots, donc à bientôt, bye bye.